est-ce que vous pouvez venir? Moi, je dis Marrakech, mais j'ai été là une fois, mais c'était magnifique. Hein? Je ne manquerai pas, je vais venir. Voilà. Et c'est comme ça que je me trouve ici. Merci beaucoup de l'accueil. Et j'ai été très impressionné par la qualité des présentations et surtout l'humour, le savoir-faire des professeurs marocains. Et nous pensons que ceci est le début d'une collaboration sud-sud. Alors, je vais parler surtout avec mon cœur, partager mon expérience de 50 ans de lutte contre les maladies émergentes et réemergentes. Et le titre que vous voyez là, ça m'a été imposé par maman la présidente. Et je me suis dit, bon, je vais le faire. Alors là, à droite, c'est mon institut, où nous avons le laboratoire P2, P3, et salle de conférence et un amphithéâtre. Et puis un centre d'essai clinique. Suivant. Bon, voilà, ça c'est mon profil. En fait, je suis, là vous voyez, j'étais encore trop jeune. Enfin, je recevais mon diplôme de PhD en virologie à l'Université catholique de Leuven, où j'avais amené, je menais des recherches sur la virologie expérimentale en traitant des souris avec des interférons et les inducteurs, n'est-ce pas, d'interférons. Et ce que je faisais aussi, c'est travailler en bactériologie clinique pour les diagnostics bactériologiques du choléra. Alors, quand j'ai fini les études, enfin mon PhD, il fallait rentrer au pays. J'avais beaucoup hésité. J'avais peur de rentrer au pays. À l'époque, c'était donc l'époque du dictateur Mobutu. Finalement, j'avais décidé de rentrer. Et aussitôt rentré, je me suis dit, où est-ce que je vais travailler? En Europe, on avait toutes les facilités, mais en RDC, il n'y avait pas de laboratoire de virologie, il n'y avait pas de culture cellulaire, il n'y avait pas de souris pour l'expérimentation, etc. Donc, au lieu de croiser les bras, je me suis transformé en épidémiologiste de terrain. C'est comme ça que j'ai commencé à détecter les épidémies et à lutter contre ces épidémies. Alors, c'était vraiment une épreuve de feu. Quand j'arrive, un an après, on me dit qu'il y a une épidémie de diarrhée avec une forte mortalité au port de Matadi. Le ministre m'envoie. C'était en 1974. Et quand j'ai vu l'aspect des selles, je me suis dit non, certainement, c'est le choléra. Et ça tombe bien. Donc, je mets en pratique ce que j'ai appris. Et on a détecté donc les vibrio cholérés. Et on déclare donc l'épidémie. Et la deuxième entrée de l'épidémie, c'était à l'Est, à Calémie, en 1977. Bon, je parle le français belge, hein, 1977. Et puis, depuis lors, donc, la maladie est devenue endémique, n'est-ce pas, au pays, avec les différentes étapes que vous voyez là, avec une grosse épidémie, d'abord en 1994, à Goma, en relation avec les génocides, n'est-ce pas, du Rwanda. Et puis après, donc, les grandes épidémies, surtout à l'Est. Et nous avons commencé alors à faire une étude sur la dynamique temporo-spatiale du choléra en RDC. Alors, la deuxième épreuve du feu, c'est 2 années plus tard, en 1976, dans la mission catholique de Yamboukou. On dit qu'il y a une grosse épidémie là-bas, caractérisée par de la fièvre, des maux de tête et des fatigues. Alors, le ministre m'envoie de nouveau là-bas et je vais décrire ça plus loin. Et comme vous voyez donc, la deuxième épidémie, c'était donc l'épidémie d'Ebola. La deuxième épidémie, c'est en 1995, soit 19 ans après
après Yambuku. Et ça, c'était la première épidémie urbaine. Sissoko a dit que c'était en Afrique de l'Ouest, mais la première épidémie urbaine, c'est là à Kikwit. Et puis, depuis lors, les épidémies se suivent. Presque chaque année ou tous les 2 ans, il y a et puis il y a une grosse épidémie qui survient à l'Est pour la première fois à l'Est du pays, avec 3470 cas, et ainsi de suite. Et les dernières épidémies que vous voyez vers les années 2022-2023, ce sont des épidémies qui se transmettent par voie sexuelle. Voilà donc la première épidémie, c'est à Yambuku, une petite mission catholique avec un hôpital dirigé par les sœurs belges. Et en septembre, la mission et les villages environnants étaient frappés par une maladie meurtrière mystérieuse. Je disais mystérieuse à cette époque. Et le 21 septembre, le ministre de la Santé était alerté. On pensait à la fièvre typhoïde ou fièvre jaune. Et au 22 septembre, on comptait déjà 30 personnes infectées, 22 décès, et 4 patients avaient fui l'hôpital. Et la maladie ne répondait ni aux antipaludiques, ni aux antibiotiques à large spectre. Là, à gauche, je vous montre donc les photos de 5 missionnaires belges qui étaient morts donc, de cette maladie que nous appellerons plus tard la fièvre hémorragique Ebola. Voilà, alors il y a donc cette épidémie qui est déclarée, il y a la réponse nationale. C'est le 23 juin, une équipe d'investigation se rend sur place. Bon, c'était moi, microbiologiste, et un épidémiologiste militaire. Et là, pour la première fois, donc, main nue, j'ai examiné des malades qui présentaient pour la plupart une extrême fatigue, fièvre, céphalée, comme ce qu'on voit avec la fièvre typhoïde. Et je fais des prélèvements de sang pour hémoculture, parce qu'on pensait à la fièvre typhoïde. Donc, je fais les prélèvements de sang pour hémoculture et les tests Widal. Et je fais également les prélèvements de fragments de foie pour un examen anatomopathologique, puisqu'on soupçonnait aussi la fièvre jaune. Alors, la situation que nous avions trouvée était très grave. Nous avions donc décidé de raccourcir notre mission pour rentrer à Kinshasa avec une religieuse infirmière malade. Et mes tubes donc, de prélèvement, je le mets dans mon sac comme bagage à main et on prend un avion pour rentrer à Kinshasa. Comme je l'ai dit, le prélèvement donc, des sangs se faisait main nue. Nous n'avions pas de gants à cette époque-là. Et ce qui m'avait sauvé, c'est que quand je prélevais, je retire l'aiguille, donc à l'endroit de la piqûre, le sang continuait à couler. Et mes doigts étaient donc souillés de sang. Et en tant que bactériologiste, la première réaction, c'est de laver les mains. J'ai lavé les mains. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas ici avec vous. Alors, et puis la réponse internationale, c'est le 18 octobre. Et les experts qui sont venus, ils étaient tous soit virologues, soit épidémiologistes. Et nous allons corriger ça plus tard. Et c'était donc les experts de l'OMS, du CDC Atlanta, de l'IMT Anvers, de l'Institut Pasteur de Paris et de NICD de l'Afrique du Sud. Et ils avaient tous amené donc de matériel de protection et des désinfectants. Et ils ont fait une petite étude épidémiologique pour démontrer que le mode de transmission, c'était surtout les seringues réutilisables, parce qu'à cette époque, on utilisait les seringues en verre, donc on stérilisait vaille que vaille, et puis on utilisait. Et la transmission de personne en personne lors de funérailles traditionnelles. Voilà, alors le 25, nous arrivons donc à l'université, à l'Ovanium, et dans mon laboratoire des cliniques universitaires, on suit donc les hémocultures, les 5 hémocultures, toutes sont restées négatives au 10e jour, et également on a fait les tests de Widal, chez la femme du cas index. Donc vous avez ces résultats qui sont là, mais difficiles à interpréter.
Donc, je ne pouvais pas tirer une conclusion. Et de même, les examens anatomopathologiques sur trois cadavres n'étaient pas vraiment convaincants, sauf pour les premiers là, où l'anatomopathologie a dit c'est compatible avec la fièvre jaune. Et donc, dans mon laboratoire, c'est un laboratoire avec des paillasses très simples, en bois, recouverts, n'est-ce pas, de formica. L'eau courante était irrégulière, n'est-ce pas, et on pipettait encore par la bouche. Nous n'avions ni gants, ni pipettes, ni vêtements de protection. Donc, dans les conditions de laboratoire, de routine en milieu tropical. Voilà. Alors, notre but, c'était de donner un nom à cette épidémie meurtrière, qui ressemblait à fièvre typhoïde ou bien à fièvre jaune. Et donc, la sœur que j'ai amenée à Kinshasa, on a fait des prélèvements, et j'envoie ces prélèvements à Anvers. Là, au microscope électronique, ils ont trouvé un filovirus qui ressemblait fort donc au virus de Marburg qu'on avait détecté en 1966 à Marburg. Mais lorsqu'on a poursuivi les études, finalement, c'est Carl Johnson, aussi d'ici, qui a trouvé que ce n'était pas le virus de Marburg, puisqu'il parvenait à faire des tests de neutralisation. Et c'est donc un nouveau virus qu'on a baptisé donc Ebola. Ebola, c'est le nom d'une rivière qui passe à côté de la mission de Yambuku. Voilà, donc, quand la sœur est décédée, c'était la panique à Kinshasa, parce que cette sœur avait contaminé une infirmière congolaise qui la soignait, et la consoeur qui l'avait accompagnée à Kinshasa. Donc, c'était la panique dans la ville. Heureusement, ça s'est arrêté là, et donc, notre panique était calmée. Alors, maintenant, 19 ans après, c'est l'épidémie de Kikwit qui se présentait sous forme de diarrhée sanguinolente meurtrière. Alors, c'était donc la première épidémie en milieu urbain, comme je l'avais dit, et avec les risques d'expansion aux deux capitales les plus rapprochées du monde, Kinshasa et Brazzaville. Voilà. Alors, donc, ça a été pour nous un autre exercice, parce qu'avec l'expérience que j'avais à Yambuku, et là, vous allez voir, je me suis dit non, ce n'est pas une diarrhée sanguinolente bactérienne, mais peut-être une diarrhée qui est due au virus Ebola. Voilà. Alors, maintenant, comment prouver ça? Bon, nous avons d'abord cherché la cause de l'épidémie, donc sur le plan bactériologique. Voilà, j'ai fait donc des coprocultures pour Shigella. 93 étaient négatifs, seulement 4 qui étaient positifs. Si c'était une épidémie de Shigellose, on devrait avoir plus que ça. Alors, l'hémoculture également est restée négative. On a fait 9 hémocultures qui sont restées toutes négatives. Et alors, après, nous avons fait quand même une petite étude épidémiologique en termes de personnes, temps et lieu. Alors, quand nous posons la question qui était malade, qui avait la diarrhée sanglante là, fièvre et diarrhée sanglante, ce sont des adultes, la plupart étaient des adultes, dont les techniciens de laboratoire. Les médecins aussi étaient infectés. Alors, il semble être, c'était le 10 avril qu'on a vu, donc, qu'on a observé cela, et c'était post-chirurgical et en soins intensifs, et où on a cité les hôpitaux qui ont vu les malades. Alors, je me suis dit, si c'est lié à une opération, ça ne peut pas être une shigellose. Donc, ça doit être une maladie qui est transmise au contact avec le sang. Et voilà, donc, nous avons recherché les liens épidémiologiques. Bon, tout ça, ça s'est fait dans une ambiance de stress, de stress et de peur. Et nous nous sommes rendus compte que les premiers malades qui étaient là, c'est un laborantin qui venait d'un hôpital de 150 lits et qui a été transféré dans l'hôpital général de référence avec un ballonnement abdominal.
les médecins ont cru que c'était une perforation sur fièvre typhoïde. On l'amène à la salle d'opération, on ouvre, on trouve que les intestins sont en place, il n'y a pas de perforation. Alors, comme chez nous, quand on ouvre comme ça, on coupe l'appendice pour dire qu'on a fait quelque chose, on referme, et puis quelques temps après, donc le lendemain, encore ballonnement abdominal, les chirurgiens ont dit, mais certainement le fil a lâché, on ouvre encore, on voit que le fil est en place. On referme, et 2-3 jours après, le malade meurt. Le malade meurt, quelques jours après, la religieuse ici, Floralba, la religieuse Floralba, qui prenait soin de ces malades-là, présente la fièvre le 4 avril et décède le 25 avril. Et Mobiala ici, c'est l'anesthésiste qui l'avait endormi, présente également la fièvre et puis décède. Et puis là-bas aussi les infirmières, tout ça. Voilà. Et la sœur va contaminer ses autres consoeurs. Au total, dans le couvent, 6 meurent, victimes d'Ebola. Et l'anesthésiste va donc infecter 3 médecins, dont un va donc mourir. Voilà, c'est là donc la preuve que c'est une maladie, ça peut être une maladie plus dangereuse comme Ebola. Alors, et puis le 4 mai, je prélève des échantillons, j'envoie à l'ambassade de Belgique, qui envoie à l'IMT Anvers. L'IMT Anvers envoie les échantillons aussi d'ici, et le 10 mai, on nous répond que c'est fièvre hémorragique Ebola. C'était la panique, n'est-ce pas, dans la ville, mais il fallait donc maîtriser cela. Et voilà, donc, en fait, cette épidémie avait commencé par un petit hôpital, donc hôpital de Kikwit 2, ça ne prend pas, de Kikwit 2 là. Arrivé là-bas, il y a une petite amplification, mais puis la grande amplification lorsque le malade est entré dans l'hôpital général avec une grande amplification. Et sur la figure là à droite, vous voyez donc en rouge les nombres de personnels soignants, personnel médical infecté. Donc, aussitôt qu'on a apporté les vêtements de protection, vers le 12 mai, voilà, le nombre d'infections nosocomiales avait totalement baissé. Ce qui veut dire que seulement avec les mesures d'hygiène, nous pouvons contrôler une épidémie meurtrière, n'est-ce pas, d'Ebola. Voilà, alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette épidémie? Pendant cette épidémie, à titre compassionnel, nous avons, parce que ce jour-là, je crois que nous avions 60 décès. 60 décès. Alors nous avions dit, bon, on va essayer un peu de faire la sérothérapie. Et nous avons pris donc les sangs de convalescents et nous avons donné à 8 malades Ebola. Et 7 d'entre eux étaient guéris, ont survécu. Alors nous avions dit, c'est fini, nous avons trouvé la solution du traitement de Ebola. Bon, malheureusement, notre étude a été boudée par les autres partenaires parce que, bon, ils disent que scientifiquement, il n'y avait pas de groupe témoin, et puis le nombre, donc l'échantillon était petit, et puis c'est arrivé à la fin de l'épidémie. Bon, donc, on a presque oublié cette idée-là, mais je continuais à croire que les anticorps pouvaient protéger. Et c'est ainsi que vers les années 2006, j'entre en contact avec les partenaires de NIH aux États-Unis et nous envoyons notre équipe à NIH avec les survivants là, Mobiala. C'est quelqu'un qui avait fait donc une épidémie, enfin une maladie grave de Ebola et guéri. Il était devenu le monsieur ou l'infirmier qui traite les autres malades. Comme il avait des anticorps, nous avons dit certainement c'est la personne qu'on peut utiliser pour porter les soins aux autres malades. Donc, ce qui veut dire qu'il était exposé plusieurs fois. Donc, 10 ans après, il avait encore des anticorps, et ces anticorps étaient, n'est-ce pas, neutralisants. C'est ainsi que nous avons prélevé ces cellules B. On a cloné
n'est-ce pas, les cellules, et puis nous avons produit un anticorps, n'est-ce pas, monoclonal, que nous avons appelé donc le MAB114, et cet anticorps monoclonal, lors de la grande épidémie, la grosse épidémie de 2012, oui. Et là, donc, nous avons fait un essai clinique en comparant donc, notre molécule avec les autres molécules. Et finalement, nous avons constaté que notre molécule MAB114 et le régénéron étaient très efficaces. Ils pouvaient donc réduire la mortalité à 30%. Et notre produit a été donc approuvé par FDA comme traitement de Ebola, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Donc ça, c'était vraiment la réalisation de mon rêve. Mon rêve a été donc accompli avec cet anticorps monoclonal. Voilà, donc en fait, nous avons participé au contrôle de plusieurs épidémies, n'est-ce pas? D'abord en RDC et puis les pays voisins, dont le Gabon et Congo-Brazzaville, et également en Afrique de l'Ouest. Voilà, alors ça c'est Ebola. Ebola, nous croyons que nous allions un peu nous reposer, et voilà que surgit Mpox. Mpox, en fait, c'était une maladie exotique. Nous nous plaignons ici qu'on ne s'intéresse plus aux maladies tropicales, mais je me rappelle à l'époque, en France, il y avait une revue qu'on appelait Revue des pathologies exotiques. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé ça, mais maintenant, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Donc, c'était une maladie exotique devenue une urgence de santé publique de portée internationale, selon, n'est-ce pas, l'OMS. Donc, je vais donner un peu l'étiologie, distribution, études épidémiologiques et caractéristiques cliniques. Bon, donner une conférence après un repas, ce n'est pas facile, hein? Mais je fais tout pour éveiller ceux qui ont sommeil. Voilà. Ouais, ça c'est le virus. Bon, les virologues comprennent tout ça. Donc, c'était un orthopox virus. Un orthopox virus, c'est un virus en forme, n'est-ce pas, de briques, comme vous le voyez là. Voilà, et on distingue en principe deux clades, le clade de l'Afrique centrale et le clade, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc le clade de l'Afrique centrale, qu'on appelle donc le clade 1, se subdivise maintenant. Depuis 2 mois, nous avions fait ça dans notre laboratoire à l'INRB. Nous avons détecté que ce clade se subdivise aussi en clade 1A et clade 1B. 1A et 1B. Sinon, avant, nous savions que le clade 2 se subdivise en subclade 1A et subclade 2A et subclade 2B. Et le subclade 2B, c'est ça qui a provoqué, n'est-ce pas, l'épidémie, le multi-country, épidémie de plusieurs pays, n'est-ce pas, surtout ici en Europe. Et maintenant, nous avons constaté aussi que les clades 1B se transmet aussi chez nous sous forme donc, sexuelle, de transmission hétérosexuelle. C'était à l'est, surtout dans la zone de santé de Kamituga, dans la province du Sud Kivu. Et depuis maintenant quelques mois, nous constatons même à Kinshasa que ces clades 1B circulent également à Kinshasa, surtout dans la zone de santé de Limete, où il y a disons, un nombre important de travailleurs de sexe. Et pour nous, ça c'est très significatif. Il faut donc surveiller vite et puis vacciner, n'est-ce pas, en priorité les gens de Kinshasa. Voilà. Alors, l'évolution du nombre de cas, monkeypox c'était vraiment une maladie rare, nous pouvons dire, rare et sporadique. Vous voyez là les différents pays, le Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Libéria,
en Libéria, Sierra Leone, etc. Donc, mais c'est en RDC qu'on avait détecté le plus de cas. Donc, en tout, plus de 300 cas, c'est détecté en RDC. Alors, à cause de ça, l'OMS voulait quand même encourager les gens à reporter, hein, à notifier les cas. Et c'est comme ça qu'on avait fait une prime de 500 zaïrs, c'est-à-dire 1000 dollars, à quiconque détecte un cas de monkeypox confirmé par les laboratoires. Et malgré ça, le nombre de cas n'a pas augmenté. Ce qui veut dire que le monkeypox ne peut pas remplacer la niche laissée par la variole qui a été éradiquée. Voilà. Et en fait, après, nous avons constaté quand même que le nombre de cas commençait à augmenter et l'OMS était inquiète. C'est comme ça qu'elle avait constitué un comité de surveillance intensive. Hein, et ce que vous voyez en blanc là, c'est moi, donc je faisais partie de ce comité. Alors, vous voyez donc, les premiers cas ont été détectés en 1970, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est-à-dire avant, là où il y avait la variole et la vaccination antivariolique. Nous pensons que certainement, le monkeypox existait déjà. Mais le monkeypox a évolué sous l'ombre ou sous les ombres, sous la parapluie de la variole. C'est comme ça qu'on n'a pas détecté, on confondait avec, n'est-ce pas, la variole. Et donc, de 1970 à 1980, vous voyez, le nombre de cas était vraiment négligeable. Et puis alors, entre 80 et 85, où l'OMS avait mis une surveillance active, nous avons vu quand même un petit pic de cas de monkeypox. Et puis, c'était le silence presque complet entre 1990 et 2000. Alors, à partir de 2000, nous avons, moi je ne sais pas, enfin, j'ai eu cette impression, cette intuition de dire nous devons continuer, n'est-ce pas, à surveiller cette maladie. Et j'ai voyagé aux États-Unis pour chercher des partenaires. Et j'ai trouvé donc des partenaires à l'Université de Californie à Los Angeles pour mener des études de surveillance épidémiologique et également des partenaires chez USAMRIID, donc à l'Institut de recherche, n'est-ce pas, de l'armée américaine sur les maladies infectieuses. Et nous avons donc conduit comme ça donc, des études à Kinshasa. Vous voyez donc le pic là, en 2005, nous avons constaté que le monkeypox était devenu un problème de santé publique avec une augmentation moins de 20 fois plus. Voilà. Alors, et puis, vous voyez là, donc l'incidence cumulative donc, par âge, hein, en rouge, là, c'est 2006-2007, pendant notre étude, vous voyez, dont l'incidence qui décroît en fonction de l'âge. Plus vous êtes âgé, moins de cas de monkeypox. Et en bleu, donc avant 1981-1986. Et un peu plus bas, vous voyez, en 1981-86, le nombre ou les pourcentages de personnes ayant la cicatrice de la vaccination antivariolique était quand même important, presque jusqu'à la fin, mais en 2006-2007, les enfants jusqu'à 15 ans, 19 ans, la plupart n'avaient plus de cicatrices parce qu'on ne les a plus vaccinés. On a cessé la vaccination en 1980. Donc, à peu près 50% ou plus de 50% de la population congolaise maintenant n'a plus de cicatrices, n'a pas été vaccinée. Donc, ils sont naïfs pour le monkeypox. Bon, donc vous pouvez regarder vous-même si vous avez les cicatrices de la variole. Si vous avez ça, c'est-à-dire que vous êtes protégé. Le monkeypox peut entrer ici au Maroc, vous êtes protégé. Voilà. Alors, la deuxième étude, c'est avec USAMRIID, 2007-2011. Vous voyez, donc nous avons décrit les maladies
avec vraiment la rigueur, n'est-ce pas, de la science. Donc, ici, vous voyez donc les cas originaux, avec lymphadenopathies, au niveau donc, des pieds de laine et puis au niveau du cou. Et puis les raches de la bouche, et puis les légions de monkeypox au niveau de le paume des mains et les plans des pieds. C'est ça qui les distingue avec la varicelle. La varicelle, vous n'aurez pas ça. Voilà. Voilà. Et en fait, la maladie commence par un prodrome, fièvre, maux de tête, etc. Et puis après, vous avez donc les légions qui commencent par macule, papule, vésicule, pustule, et puis ombilugation et croûte. Croûte qui vont descendre. Voilà. Donc les autres signes là, vous avez donc la diarrhée, nausée, etc. Et puis des complications surtout au niveau oculaire. Voilà. Et monkeypox et la grossesse sont deux ennemis. Deux ennemis. Et souvent donc les femmes enceintes qui attrapent le monkeypox vont donc avorter. Et la transmission le virus peut passer par les placentas et infecter, n'est-ce pas, les fœtus. Voilà, alors si nous voyons les clades 1 et les clades 2, vous voyez, les clades 1, les vésicules sont éparpillées sur tous les corps et se concentrent surtout aux extrémités. Les mains, les pieds, les paumes des mains et le visage. Tandis qu'avec clade 2, c'est plutôt au niveau des organes génitaux et quelques légions, n'est-ce pas, à disperser sur le corps. Mais le diagnostic différentiel, cliniquement, c'est d'abord avec la varicelle. La varicelle, vous trouvez des légions surtout au niveau du tronc, et très peu de légions aux extrémités. Voilà. Bon, alors, nous avions fait une étude pour... alors, comment prévenir le monkeypox? Bon, il y a deux vaccins qui sont en vue actuellement. C'est les Jynneos, que les Européens et les Américains avaient utilisés pendant la grande épidémie. Et ça se donne par deux doses en subcutané. Et puis il y a le LC16M8, qui est un vaccin japonais, qui se donne en dose unique, mais par scarification, comme on le faisait avec la variole. Mais le grand problème, c'est en Afrique, comment avoir accès, n'est-ce pas, à ces vaccins. Et puis en RDC, la région la plus affectée, c'est celle qui est maintenant sous contrôle des rebelles, avec tous les risques, avec toute l'insécurité que l'on peut imaginer. Il y a bien sûr, le pays est très grand. Il y a des problèmes vraiment logistiques pour distribuer, n'est-ce pas, ce vaccin. Bon, nous ne savons pas encore si ce vaccin sera vraiment accepté par la population. Maintenant, on fait un grand travail de mobilisation, de sensibilisation de la population et chercher l'engagement communautaire. Alors, il y a les traitements. Les traitements aussi, dans l'épidémie européenne, ils avaient utilisé les tecovirimates, sans avoir vraiment des preuves scientifiques de son efficacité. Et nous, en RDC, en collaboration avec NIH, nous avons mené une étude randomisée, à double aveugle, sur le terrain. Et la conclusion de notre étude, c'est que ce traitement, ce produit n'est pas actif sur le clade 1 de monkeypox, mais il est inoffensif. Donc innocuité, mais pas actif. Et puis nous avons constaté aussi que si on organise bien la prise en charge clinique, on peut réduire la mortalité. Dans notre étude, la mortalité était de 1,7%, à comparer avec la mortalité de 4,6% qui est rapportée par l'équipe de surveillance de la RDC.
Voilà, ça c'est la situation, n'est-ce pas, de Mpox en RDC. Et nous pensons que l'expansion de cette maladie, l'augmentation du nombre de cas, est due certainement au fait que la population recourt de plus en plus, n'est-ce pas, aux protéines animales offertes par la viande de brousse. Et puis également, le nombre, comme je vous ai dit, le nombre d'individus non immunisés contre le virus de la variole, ou bien le orthopox virus en RDC, est en augmentation à cause de l'arrêt de la vaccination post-éradication de la variole. Et enfin, donc, il y a la nature changeante de l'épidémiologie de Mpox avec cette transmission hétérosexuelle que nous avons observée. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit. Voilà, et maintenant, une pandémie venue d'ailleurs. Pour une fois, ce n'est pas l'Afrique qui exporte, mais c'est les autres qui exportent vers l'Afrique. Voilà. Bon, donc c'est une maladie qui nous arrive, qui nous a été imposée, et on n'a pas de traitement à cette époque, on n'avait pas de vaccin, n'est-ce pas, à cette époque. Donc l'Afrique était vraiment dépourvue, prise par surprise. Alors, et également le contexte de la pandémie. Vous voyez, notre pays avait déjà trois épidémies de Mpox en cours. Trois épidémies de Ebola en cours. Et voilà que le Mpox apparaît. Il fallait avoir la maîtrise pour faire face à ces 4 événements. Voilà. En fait, c'est une épidémie, comme je vous dis, qui nous était imposée. Au début, il y avait donc 2 épidémies à la fois. Il y a d'abord l'épidémie des voyageurs. Les voyageurs, la plupart venaient de France, qui ont introduit la maladie. Et dans la famille, ils ont commencé donc à infecter les membres de la famille. Et donc, il y a une épidémie autochtone. Donc, l'épidémie autochtone, c'est en bleu, hein? Non, en mauve. Donc, d'abord, c'est le bleu qui est importé. Vous voyez le développement, l'évolution en dents de scie. Et puis, ils infectent les membres des familles, et c'est le début, n'est-ce pas, de l'épidémie autochtone. Voilà donc, et cette pandémie s'est déroulée donc en 6 phases. Bon, maintenant j'ai mis que 3, en 6 phases. Et en bas, vous voyez, c'est le nombre du personnel médical infecté. Donc la plupart de ces épidémies et pandémies sont amplifiées par l'hôpital. Donc l'infection nosocomiale. Donc la PCI, c'est très important pour contrôler les maladies futures. Voilà, et également la présence de comorbidité était là un facteur de gravité, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc, chez nous, 79% avaient des comorbidités, et telles que l'hypertension, le diabète, un peu l'obésité. Bon, chez nous, les personnes obèses, bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est comme ici dans votre pays, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais l'hypertension et le diabète, ça sont des facteurs vraiment de gravité, n'est-ce pas, de cette pandémie. Voilà, alors les défis par vague de Covid-19, lors de la première vague, c'était d'abord un défi diagnostique, et puis le problème de traitement, et la lutte pour réduire l'impact socio-économique. Donc restriction des voyages, confinement, fermeture des écoles, fermeture des églises. Je ne sais pas si ici on avait également fermé les mosquées, mais là c'était vraiment... donc des actions qui choquaient les communautés. Et puis lors de la deuxième vague, c'est surtout l'apparition des variants, et puis arrivée des vaccins,
l'arrivée des vaccins était accompagnée de l'infodémie. L'infodémie pour dire que voilà, ne prenez pas ces vaccins parce que sinon, vos filles vont devenir stériles, sinon on va vous transformer en vache, etc., etc. Donc c'était des choses impossibles. Impossibles. Alors la troisième vague, c'est l'apparition des variants Delta en provenance de l'Inde, et puis avec une forte mortalité et pénurie, n'est-ce pas, d'oxygène. Avant, nous ne savions pas que c'était une maladie respiratoire qui va exiger de l'oxygène, beaucoup d'oxygène. On avait négligé ce point de vue, mais après nous avons compris que c'est l'oxygène qui sauvait. Alors, lors de la quatrième vague, c'est la persistance des variants Delta et l'apparition des variants Omicron en provenance, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud. Ah, bon, j'ai terminé, voilà.